Je vais faire une mise en situation générale à partir du département français, parce que c'est un petit peu là de ce qu'on parle. Vers 1830, la France a conquis, la France coloniale a pris l'Algérie et l'Algérie est devenue un département français. Et de là, ils ont créé, pour concrétiser le projet, ils ont mis des colons de toute l'Europe pour aller coloniser les terres. Donc, ils leur ont donné des terres, puis ils sont devenus des paysans, ils sont devenus des colons, des Algériens, qu'on appelle des pieds noirs, parce qu'ils venaient de toutes les régions d'Europe. Et, bon, pieds noirs, l'explication est multiple, là. Mais en gros, c'est la situation de base. Et déjà, sur le terrain, il y avait les Kabyles depuis des millénaires, c'est des Berbères, c'est des Autochtones. Et il y avait les Arabes qui étaient ceux qui avaient conquis dans l'histoire le territoire. Donc, il y avait Berbères, Arabes, et les Français sont arrivés comme des conquérants. Ils ont pris, ils ont institutionnalisé tout l'appareil d'État et francisé aussi les esprits. Et c'est dans ce moment-là que la vigerie est arrivée avec les pères blancs, avec les sœurs blanches, pour en fait, comme tu le disais au départ, pour s'assurer que les Européens allaient avoir une éducation suivie là, et faire une société. Donc, dans cet esprit-là, il a simplement fait un travail de religieux dans une communauté de chrétiens, de catholiques. Et là, ensuite, ils ont extrapolé vers les Autochtones et puis vers la société algérienne en général, jusqu'à la guerre d'indépendance qui s'est produite. En fait, l'indépendance est arrivée en 1962 en Algérie. Et de là, une décolonisation a commencé. Puis ça, c'était assez mondial. On a vécu la même chose ici au Québec. Et puis, dans cette décolonisation-là, à l'époque, en Algérie, ils n'avaient pas le droit de créer d'autres associations politiques. C'était plutôt dictatorial. Et tout à coup, sous le règne de Boumedienne, ils ont donné... Non, c'est l'autre après, voyons, Chadli. Ils ont donné le droit à d'autres associations politiques de se former. De là, se sont formées des associations démocratiques, des associations socialistes, bon, sur le plan politique, et bien sûr, l'islam politique. L'islam politique, ça s'appelait le Front islamique du salut. Et dans les années 60, donc, ça a commencé. Donc, vers les années 80, il y avait déjà du prosélytisme de la part de l'islam politique. Et prosélytisme voulant dire soit par la soumission, soit par l'intimidation. Ça commençait là. Donc, dans le livre, vous allez voir tout comment ça s'est fomenté, comment c'est arrivé. Je parle il y a des gens qui m'ont fait des témoignages, donc j'ai relaté ces témoignages-là dans l'histoire de ce livre-là. Et puis, ça vous explique un peu comment est arrivé presque au pouvoir le Front d'Islam du Salut, à un point qu'au premier tour, ils ont gagné les élections. C'est en quelle année, ça? C'est en 90. Ils ont gagné les élections et là, torpeur et stupéfaction, le système au pouvoir a décidé d'annuler. Ça a créé, parce qu'ils ne voulaient pas que ce soit un parti théocratique au pouvoir, donc ils ont annulé et ça a créé, c'est là que le feu a pris. Et c'est là que Cécilia et toute la communauté religieuse et tous les chrétiens ont été menacés, etc., puis que, bon, ça a dégénéré. Et c'est ça le contexte, en gros, de l'histoire jusqu'à aujourd'hui, puis qu'on est pris encore un petit peu avec cet aspect-là de l'islam politique qui vient un petit peu polluer constamment nos relations humaines. J'ai connu Cécilia Bergeron une fois qu'elle s'est installée à Montréal, après avoir quitté l'Algérie, où elle a vécu 45 ans quand même, c'est pas rien du tout, hein. Et c'était à l'occasion de la présentation d'un film que je m'étais procuré qui parlait des moines de Tibhérin. Vous savez, les moines qui ont été assassinés dans leur temple. Pour nous, c'était un temple.
et on a tous été touchés par ce qui leur est arrivé et les effets de leur perte, parce qu'ils travaillaient beaucoup, l'agriculture, ils travaillaient avec la population, et on a tellement été choqués par ce qui leur est arrivé, parce qu'ils étaient pacifiques, ces gens-là, ils étaient bons. Et donc le film a été édité, je l'ai apporté, je l'ai montré à l'Assomption, au centre des Sœurs du côté de Salaberry, au Montréal Nord-Ouest. Et c'est là où on me dit, écoute, il y a une dame qui parle ta langue. Où? Je dis, une sœur. Elle me dit, oui, une sœur. Cécilia Bergeron. Je dis, je connais, j'entends parler d'elle, mais je ne la connais pas. Mais elle parle ma langue. Oui. Et c'est ce qui s'est passé. On me l'a présentée, mais elle n'était pas la seule. Il y avait au moins 5 sœurs blanches qui parlaient le kabyle. Et ça m'a... c'était un bon choc, j'allais dire. Ça m'a permis de voir, de me rappeler de toutes ces sœurs blanches, de tous ces pères blancs qui se promenaient dans les villes et les villages et la capitale à Alger. Et une deuxième fois, donc on a discuté un petit peu, et la deuxième fois, c'était à l'invitation de Sylvie, puisque c'était le centenaire, son centenaire à elle. Toute la communauté kabyle, ou du moins une grande partie, était venue assister à ce centenaire. Et je me rapproche d'elle, Cécilia, est-ce que tu te rappelles de moi? Elle me dit non, rappelle-moi ton nom. J'ai dit Ferid Chiki. Elle me dit, ah, les filles Chiki de Michelet. Elle se rappelait de mes cousines dans le village parce qu'elle l'a côtoyée, elle la connaissait, il la connaissait. Et ça m'a touché et on a continué à discuter. Et je me suis rappelé d'un autre témoignage. Vous savez, la colonisation française en Algérie, il y a eu beaucoup de mauvaises choses qui se sont passées. Et pour voyager d'un village à un autre, il fallait un sauf-conduit, il fallait un laissez-passer. Alors si c'est pour aller dans une autre région, c'est encore plus compliqué parce qu'il fallait avoir les autorisations de plusieurs commandements militaires qui étaient non seulement à la capitale, dans les grandes, ce qu'on appelait les préfectures, ou si vous voulez, les grands arrondissements, parce qu'il fallait contrôler le déplacement de la population. Et on avait un oncle qui était venu nous voir, et là il nous dit, on lui pose la question, comment que ça se fait que tu as pu sortir du village? Et il a dit, c'est Cilia. Cilia m'a procuré le sauf-conduit. C'est qui Cilia? On ne connaissait pas. Et puis il a dit, c'est la sœur blanche. Là. Ok. Et c'est bien plus tard que j'ai appris que c'était Cécilia Bergeron. Donc elle avait déjà un bon contact avec toute la population. Et comment qu'elle est venue en Algérie? Ce n'était pas la première, puisque ça faisait presque un siècle que les pères blancs, avec le cardinal Lavigerie, s'étaient installés en Algérie, avec comme mission s'occuper des chrétiens en Algérie. Mais c'était plus les chrétiens qui venaient d'Europe avec la colonisation que les chrétiens qui étaient déjà en Algérie. Et quand il est arrivé, il a vu qu'il y avait 2 catégories de chrétiens. Donc les immigrants qui venaient avec la colonisation et les chrétiens qui étaient là depuis même avant Saint-Augustin. Et c'était des personnes qui avaient l'avantage de côtoyer la population musulmane, la population juive aussi, parce qu'il y avait plein de juifs en Algérie qui sont arrivés avant les chrétiens et avant les musulmans. Donc il a créé cette mission des pères blancs et des sœurs blanches en fondant donc 3 places, une à Alger, une en Kabylie et une à l'ouest du pays. Et ils sont occupés de la population pendant un certain temps avec l'idée que c'était seulement les chrétiens. Simplement, ils voyaient qu'il y avait des gens qui étaient pauvres, qui n'avaient pas tout ce qu'il fallait, et il s'est dit, on va les convertir.
Il a tenté la conversion, mais l'armée française, l'armée coloniale française ne voulait pas de ça. OK. Mais l'armée coloniale avait dit non, 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 les indigènes doivent rester ce qu'ils sont. Et ils doivent être séparés de la population chrétienne, y compris la population locale chrétienne. C'est ce qui s'était passé, mais la Vigerie tenait à son idée et il va être servi par deux événements. C'était la famine, il y a eu une grosse famine qui a fait à peu près 120 000, 110 000 à 120 000 morts. Et ça, il fallait s'occuper de ces gens-là parce que ils étaient dans les rues, dans les villages, les gens mouraient, on n'arrivait pas à les enterrer. Et l'autre événement, c'est que ces parents, ces adultes, ont laissé des enfants, des orphelins. Et là, avec le pape, il s'est entendu pour que l'armée coloniale française accepte l'idée d'aider les enfants, de les accueillir, de leur donner à manger, de les vêtir et ainsi de suite. Et c'est ce qui s'est fait par la création notamment de 2 orphelinats. Là, il a commencé à voir que ses enfants prenaient une bonne santé et il s'est dit pourquoi ne pas les convertir. Donc l'idée de la conversion est revenue. Il en a converti, hein. Il y a eu environ 4000 enfants qui ont été instruits au christianisme et bien sûr à la langue française, parce que c'était des berbères, là, les 90% parlaient le kabyle ou un peu l'arabe. Ça a duré quelques années, et puis les premières sœurs blanches qui étaient installées à Cuba, et ça c'est pas écrit malheureusement dans les livres d'histoire, ce sont les histoires qu'on nous conte dans nos familles, les premières sœurs blanches qui venaient d'Europe en particulier, de France, se sont rendus compte que ces enfants, oui, ils disaient qu'ils étaient convertis, oui, ils étaient catholiques, c'est vrai, ce qu'on leur a appris. Mais dans la pratique, dans la culture de tous les jours, ils n'étaient plus. Ils n'étaient pas musulmans et ils n'étaient pas chrétiens. Pourquoi? Parce que quand ils retrouvaient leur famille, les adultes qui sont restés vivants, qui n'ont pas perdu la vie avec la famine, ces gens-là, leur propre famille ne les considérait plus comme des leurs. Et ça a fait un choc pour toutes les sœurs blanches qui étaient là et qui ont dit attention, ce n'est pas bon ça. Ils sont stigmatisés par leur famille et nous savons que ce sont des orphelins qui ont été convertis. Et à ce moment-là, l'aspect culturel est arrivé chez la Vigerie et il a donné des instructions à tous les missionnaires, qu'ils soient femmes ou hommes, les pères blancs et les sœurs blanches, de s'habiller comme les autochtones, comme les locaux, donc avec le vêtement blanc, la grande gandoura blanche. Il fallait qu'ils parlent la langue du pays, et ils ont appris très vite, et il fallait qu'ils mangent comme les gens du pays, pour se rapprocher de la population. Et c'est ce qui s'est fait. Et donc, on est parti d'une situation de prosélytisme à plutôt une ouverture ou à ce qu'on appelle aujourd'hui de l'humanisme. C'était beaucoup plus humain et les gens se sont mis à aimer les sœurs blanches et les pères blancs comme s'ils étaient des leurs. En fait, ils faisaient partie du paysage, ils ne faisaient plus peur, ils étaient habillés en blanc avec leurs petits chapeaux, comme tous les Kabyles, comme tous les Berbères, comme tous les Algériens. Et là, le rapprochement s'est fait. Et ça a continué. C'est vrai qu'il y a eu des périodes où le prosélytisme existait, beaucoup de conversions au christianisme et tout, surtout les familles qui étaient anciennement chrétiennes et qui ont été islamisées. Il y en avait beaucoup qui revenaient au christianisme avec l'aide des sœurs blanches et des pères blancs. Les écoles qui ont été créées ont été un espace extraordinaire. Les organismes communautaires, comme celui qu'on appelait en Kabylie la ruche. Oui, je vais en parler tantôt. La ruche a été créée par les sœurs blanches à Tizi Ouzou
Et effectivement, Cécilia était là-dedans. Et c'est là où on voit cette participation à la vie sociale, à la vie communautaire, à la vie de tous les jours. Il n'y avait pas de rejet de la part de la population, au contraire, mais parce qu'il y a eu des ajustements qui ont été faits au fil du temps. Et puis on se rappelle de deux choses, les dernières, et puis je donnerai la parole à l'auteur. Quand il y a eu le massacre, je dis bien le massacre des chrétiens en Syrie, les auteurs c'était les Druzes de l'époque, il y a eu l'intervention d'un Algérien qui était rien d'autre que l'émir Abdelkader. Et à ce moment-là, la Vigerie avait ramassé des biens, de l'argent, etc. Il a été le porter aux gens d'Alep et de Damas. Et il a rencontré l'émir Abdelkader. Et les discussions qu'il y a eu avec lui ont fait que ça a poussé la Vigerie à être un peu le chantre de l'anti-esclavagisme. Il était contre l'esclavage. Et il voulait rapprocher les deux églises, d'Orient et d'Europe. Et ça, il a continué à travailler de cette manière en Algérie, mais ça a été un peu différent. Ce rapprochement avec la discussion qu'il a eue avec l'émir Abdelkader a permis une grande ouverture de rapprochement, ce qui malheureusement n'a pas duré longtemps. Peut-être en Algérie, ça a duré jusqu'aux années 90, mais ailleurs, c'était très limité. Et aujourd'hui, quand on entend le pape et les imams musulmans parler de rapprochement religieux, de rapprochement des chrétiens, des musulmans, des juifs et de toutes les autres religions, eh bien ça a commencé en Orient, à Alep, quand la Vigerie a commencé à parler avec l'émir Abdelkader. Alors en Algérie, les pères blancs et les sœurs blanches ont fait beaucoup, puisqu'on a quand même Notre-Dame d'Afrique, qui était un peu le siège à Alger des pères blancs et des sœurs blanches. Et puis le diocèse d'Alger est un diocèse qui, durant les années 90, a ouvert ses portes à tous ceux qui étaient menacés par l'islamisme. Et je peux vous garantir qu'il y avait des dizaines et des dizaines de compatriotes musulmans, pratiquants, qui se sauvaient des islamistes et trouvaient refuge dans les églises et dans le diocèse d'Alger et la maison diocésaine à Aïda. Je ne vais pas dire plus, je vais laisser Sylvie prendre la parole pour nous parler de Cécilia et je vous remercie de votre attention. Merci Ferry. Merci d'avoir si bien mis la table parce qu'effectivement, moi je vais vous parler en tant qu'auteur et en tant qu'une nièce très, très proche de Cécilia Bergeron. Et donc, Cécilia est arrivée en 1945 en Algérie et toute l'histoire que vient de vous raconter Ferry, donc elle est arrivée et la table était déjà mise. C'est-à-dire qu'elle n'est pas arrivée dans un état d'esprit, en fait, elle est arrivée dans un état d'esprit de conversion parce que c'est là que je vais vous expliquer un peu son cheminement. Et c'est comme si le cheminement de la Vigerie, elle le reprenait à son compte personnel en tant que nouvelle fleur de la communauté. Mais je vais vous parler un petit peu de son histoire aussi dans un contexte... en fait, la motivation, pourquoi j'ai écrit ce livre-là, c'est que lors du centenaire de Cécilia, évidemment, nous, ça faisait 20 ans qu'elle habitait au Québec et qu'on la côtoyait parce qu'avant, on ne la connaissait pas en tant que famille. Et puis, on a appris donc à connaître l'Algérie à travers elle, évidemment, et dans une certaine profondeur. Puis, donc, ce qui fait qu'on la voyait tout le temps s'animer chaque fois qu'elle parlait de son pays d'adoption parce qu'elle est restée presque 50 ans en Algérie. Et donc, lors de son 100e anniversaire, j'ai eu l'impulsion avec ma famille de faire une grande fête pour réunir tous les amis de ma tante qui étaient d'origine algérienne, donc parce qu'on savait bien qu'elle avait eu un impact avec la communauté à Montréal,
lorsqu'elle est revenue justement dans les années 90. Beaucoup d'Algériens sont venus ici se réfugier. Et puis, elle est devenue, je dirais, la personne centrale d'accueil de la communauté algérienne à Montréal. Parce que, justement, comme disait Férid, elle connaissait la Kabylie souvent mieux que les Kabyles eux-mêmes, et elle parlait leur langue, donc c'était très chaleureux pour les gens d'arriver ici avec quelqu'un qui les connaissait si bien. Donc, on réalise, nous, lors de son 100e anniversaire, l'ampleur de son rayonnement. On le soupçonnait, mais pas à ce point-là. Donc, c'est pour ça que là, on s'est dit, mon Dieu, quel personnage incroyable, quelle personne d'influence qui a fait le bien toute sa vie. Mais là, en plus, chez nous, elle incarne le rassemblement, l'union des peuples. Et puis, moi, ça résonnait énormément avec moi parce que, on sait, Montréal, c'est quand même l'immigration massive est arrivée au fil du temps. Puis, bon, alors toutes les questions d'intégration m'interpellaient énormément. Et je trouvais en elle un exemple incroyable de facilitation d'intégration pour les immigrants, puis d'acceptation, de cohabitation culturelle, d'échange interculturel. C'était vraiment un exemple incroyable. Donc, ça m'a donné envie de parler plus d'elle, de la faire connaître, mais aussi, c'est ça, principalement parce que j'ai été touchée par, bon, évidemment, je côtoyais des Algériens, et je me suis sentie tout à coup l'envie de dire, à travers tout ça, on doit continuer l'œuvre, parce que, en fait, on sait bien, la religion catholique au Québec a été balayée pour toutes sortes de raisons, bonnes ou mauvaises. Et puis, on a été laissés à nous-mêmes avec nos spiritualités, on s'en est remis, mais je trouvais que les religieux, particulièrement les missionnaires, avaient eu une vocation, justement, de réunion des peuples. Et dans ce sens-là, je me sentais un peu l'héritière de Cécilia, où je me disais, les communautés religieuses disparaissent, la communauté civile doit continuer à faire cet effort-là, sinon on n'y arrivera pas. Et donc, c'est un peu dans cet esprit-là que j'ai décidé de faire connaître Cécilia, en fin de compte, créant ce livre comme un point d'union entre les peuples. Puis, c'est comme ça que Férid et moi, on est devenus amis, que j'ai beaucoup d'amis de l'Algérie, de la Kabylie en particulier, et ça me touche profondément de pouvoir côtoyer des gens qui ont rencontré ma tante en particulier, parce qu'il y en a tellement. Donc, je me sens vraiment dans la même famille qu'eux. Et ça aussi, c'est quelque chose de très particulier comme expérience, là. Alors, c'est pour toutes ces raisons que je voulais parler de cette femme qui a marqué nos existences et en particulier la communauté d'ici. Alors, Cécilia est née d'une famille de 14 enfants au Lac-Saint-Jean, donc a fait sa profession de foi, puis éventuellement, elle avait à peine 30 ans que l'appel pour l'Algérie est arrivé. Elle a hésité, évidemment, elle se posait beaucoup de questions, elle n'est jamais sortie de chez elle, et puis il faut se remettre à l'époque, ma tante est née en 1916, donc on était à peu près... Bon, en fait, c'est au moment de la Deuxième Guerre mondiale qu'il y a eu un appel pour Cécilia et les Sœurs Blanches pour aller prêter main forte en Algérie. Et donc, oui, elle a accepté, donc elle a quitté sa famille avec le cœur lourd, parce qu'évidemment, c'était une grosse décision qu'elle prenait. Puis nous, dans les descendants, on se disait, quand on regardait le parcours de ma tante, on se disait, ah, mais c'est une carrière internationale qu'elle a faite. Puis c'était une femme qui faisait une carrière internationale. Donc, il faut mettre la femme dans son contexte de l'époque, où la religion était souvent... alors, Cécilia, c'était l'aînée de la famille. Donc, l'aînée de la famille avait le privilège de pouvoir aller faire une profession de foi. Comme ça, elle ne faisait pas les tâches à la maison qui ont été dévolues à sa sœur cadette. Donc, elle a fait une carrière internationale et en tant que femme, c'était quand même pas banal pour l'époque. Donc, c'est aussi à l'époque, c'est par bateau qu'on se rendait dans les pays étrangers.
Et elle a dû se rendre avec toute la communauté des Sœurs blanches à New York, prendre le bateau Argentina en 1945, qui est un bateau qui revenait de guerre et qui allait retourner avec elle, les amener à bon port pour faire une œuvre. Puis dans le livre, je relate aussi dans la traversée de l'océan, je fais un petit parcours de la traversée de l'océan, où, à un moment donné, il y a deux bateaux. Il y a le Queen Mary qui croise l'Argentina. Le Queen Mary revient de la guerre avec des dizaines de milliers de militaires à son bord, et le bateau des Sœurs blanches qui les croise avec toute une communauté religieuse et des civils qui s'en vont de l'autre côté faire la paix. Donc, un bateau qui arrive de guerre, puis un bateau qui fait la paix. Et Cécilia, le contexte dans lequel elle se trouvait à ce moment-là, dans son état d'être intérieur, dans sa quête spirituelle, elle était très rigoriste. Donc, sur le bateau, elle trouvait que les gens ne priaient jamais assez Dieu pour toutes sortes de raisons. Alors, je relate un petit peu ces anecdotes-là parce que je trouve que c'est savoureux de voir, et c'est un peu ça le but du livre. Ça s'appelle « Journal d'une humaniste » parce que ça exprime comment elle a été obligée de se transformer éventuellement d'une religieuse très rigoriste à quelqu'un de plus ouvert et tolérant. Et c'est ça que je trouve intéressant aussi comme parcours pour tout le monde, parce qu'on a tous un petit peu un côté rigoureux quelque part qui nous referme sur nous-mêmes éventuellement. Donc, la voilà sur le bateau qui se fait un peu la morale sans trop essayer de juger, mais elle juge les gens de ne pas être assez catholique, de ne pas être assez chrétien. Bon, voilà. Et puis, son plus grand mal sur le bateau, c'est que le père qui était là n'avait jamais réussi à trouver un autel pour faire la prière. Donc, c'était chacun pour soi dans sa petite cabine et ça la désolait énormément. Donc, voilà. Et le bateau s'est acheminé sans heurts jusqu'à Marseille, au port de Marseille. Et donc, pour elle, c'est toute une découverte. C'est un autre continent. Elle n'a jamais voyagé de sa vie. C'est extraordinaire. Mais elle arrive sur une terre de désolation. Les Allemands sont passés. Les terres sont encore pleines de braises des massacres de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est son premier choc. Je dois dire, c'est le premier choc qu'elle a eu de se rendre compte du mal. Tu sais, on est au Québec, la vie est facile. Bien, facile, bon, on a nos embûches, mais c'est plutôt le climat, tu sais, la neige et tout. Mais c'est ça, le premier choc, c'est la guerre. Donc, tout de suite, c'est de faire ses prières pour les morts, tout ça. Donc, et là, finalement, le grand bonheur d'aller à Notre-Dame, à Marseille, pour enfin prier dans un lieu de culte avec un autel, et ça la ravit. Et alors, la guerre provoquant beaucoup de retard, et se trouve à ne pas pouvoir avoir de transport pour se rendre à Alger. Ils sont obligés d'attendre les anges du ciel, les Américains, qui leur donnent la solution de prendre un avion pour traverser la mer. Et là, ben, c'est la première fois, parce que c'est un avion de guerre, là, évidemment, ce n'était pas accessible à tous, et c'est la première fois qu'elle prenait l'avion. Elle n'a pas du tout aimé ça. Elle a trouvé ça confinant, mais bon, elle a fait ses prières aussi, puis il faisait noir, hein? Donc, elle était contente de ne pas pouvoir voir tout ce qu'il y avait en bas, parce qu'elle avait un petit peu le vertige. Et puis, voilà, elle arrive à Alger avec toutes les autres sœurs avec elle. Et les sœurs tenaient un journal. C'est vous le savez, les sœurs tiennent un journal, donc journal de bord pour parler, pas de leurs états d'âme personnels, mais pour soit leur relation à Dieu ou ce qui s'est passé dans la journée, qui est souvent connecté à la communauté ou à ce qu'ils vivent avec les gens ou le peuple. Et donc, elle avait écrit toute sa traversée, et Journal d'une humaniste, c'est aussi la traduction où j'ai pris les passages de journaux de ma tante pour les introduire dans ce livre, et c'est basé sur tout son journal. L'histoire de ce livre est basée sur son journal. Donc, son premier journal, c'est celui qu'elle envoie à sa famille quand elle arrive à Alger, et puis qu'elle écrit à son père, que sa traversée s'est bien passée, etc. Puis bon, elle lui envoie des recommandations, tout ça, et puis elle envoie avec tout le journal de la traversée.
Et c'est sa grande sœur, Marguerite, qui tient le journal dans un lieu sûr. Et c'est de elle qu'on a reçu ce journal un jour. Donc, elle dit ses au revoir, en fait. Elle fait ses adieux pour toujours parce que elle ne reviendra pas au Québec. Et commence sa vie algérienne à Alger. C'est à Bir-Mondrel, je pense, hein, c'était la même place à Alger. Et là, bon, on la dépêche en Kabylie. En Kabylie, elle va en transport routier, puis sur place, elle doit prendre un mulet pour continuer la route dans les montagnes parce que c'est très escarpé. Et ça, c'est une histoire qu'elle nous racontait souvent parce qu'elle avait vraiment eu la frousse à cause des ravins. C'est très éprouvant pour elle, beaucoup plus que bien des choses. Alors, elle arrive dans ce premier village, à Bounou. Elle a passé 17 ans à Bounou. C'est ce village qui l'a marqué, en fait. Et marqué de très bonne façon. Cécilia est arrivée, donc venant d'une famille de 14 enfants, d'un pays où le climat est rude, et s'est retrouvée en Kabylie comme chez elle. Parce que le climat était rude, c'était difficile de faire de l'agriculture, il y avait des grandes familles, et il y avait un esprit de famille. Elle s'est sentie immédiatement chez elle. Donc, elle a commencé comme ça, et puis bon, il a fallu qu'elle apprenne la langue, évidemment, comme le disait tout à l'heure Férid. Elle était au courant de toute façon qu'elle allait devoir s'adapter aux mœurs de l'endroit. Et donc, c'est ce qu'elle a fait, et elle s'est ensuite modelée à la culture, comme je vous disais, les partis rigoristes, avec non pas un esprit de prosélytisme, mais un esprit de chrétienne avertie et profondément croyante, qui pensait que tout le monde devait avoir cette même profondeur face à Dieu. Donc, elle a atténué beaucoup ses ardeurs avec le temps en côtoyant les gens et surtout à travers les épreuves, dans le fond, comme disait Férid tout à l'heure, quand on habite dans un pays montagneux où le climat est dur, c'est sûr que la réalité nous rattrape et ça forge la personne autrement. Et puis, les priorités sont très concrètes. Et donc, elle s'est investie beaucoup dans, justement, la ruche. C'était, je dirais que toute sa passion pour Dieu, c'était équivalent à sa passion pour la ruche, c'est-à-dire prendre soin des jeunes filles, de leur éducation, de faire en sorte qu'elles puissent non seulement bien collaborer à la maison, mais apporter de plus. Donc, elle se retrouve avec la ruche à éduquer des jeunes filles. J'allais dire, les jeunes filles sont majoritairement sollicitées au chant. Et Cécilia, dans sa foi, se dit toujours pourquoi on sollicite les jeunes filles toujours au chant au lieu de les amener à l'école. Ça a été sa préoccupation tout le temps, parce qu'effectivement, bon, la survie, la nécessité concrète faisait qu'on les appelait beaucoup au chant. Et donc, elle s'est battue entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle essayait par toutes sortes de moyens, espiègles ou non, de demander aux mamans de leur prêter son enfant pour mieux. Et les parents, les mamans en particulier, se sont rendus compte éventuellement que c'était vraiment à l'avantage de leur famille que d'envoyer leurs filles à la ruche parce qu'elles apprenaient des choses aussi très concrètes, de l'artisanat, de la poterie, mais aussi Cécilia a vécu dans les foyers. Les femmes en Algérie sont, comme moi, les étrangères, sont les seules à pouvoir aller dans les foyers. Donc, les femmes de la communauté missionnaire, les Sœurs Blanches, avaient la chance d'aller dans les maisons pour pouvoir s'introduire et introduire leur savoir et leur savoir-faire. Donc, Cécilia a pris toutes les portes qu'elle pouvait pour offrir une émulation aux jeunes femmes et aux mamans. Et une anecdote que je relate là-dedans où il y a une jeune maman qui est effrayée parce que justement son mari est absent, parce
qui arrivait souvent, et que là, il y a eu un problème avec les avoirs qu'elle avait. Puis Cécilia lui a donné des solutions concernant des papiers qu'elle pouvait signer pour avoir des subsides et puis pour ne pas perdre ce qu'elle avait. Donc, elle transmettait aussi ces choses-là de base à une population qui était non éduquée. Donc ça, c'est le point central, disons, du passage des sœurs blanches, des pères blancs. Et c'était le point central de la vie de Cécilia. Autrement dit, sa foi était secondaire à ce moment-là dans la communauté algérienne pour faire en sorte qu'on mette en avant l'éducation des jeunes filles et leur émancipation. Et Cécilia a travaillé toute sa vie à l'émancipation des femmes, à un point qu'elle-même s'émancipait, et ça aussi, ça faisait partie de ses transformations intérieures. Moi, j'ai eu des discussions sur le sujet de l'ordination des femmes, et Cécilia était outrée de voir que ça n'existait pas encore à son époque, que les femmes ne puissent être ordonnées prêtres. Puis, ça m'avait bien étonnée la première fois que je l'avais entendue. C'est là que j'ai vu qu'effectivement, elle avait eu un cheminement intérieur en tant que femme dans sa mission. Malgré qu'elle était très obéissante aux ordres, elle avait quand même un esprit émancipé. Donc, voilà. Et puis ensuite, il y a eu un autre événement qui l'a marqué, c'est la guerre d'Algérie. Elle a vécu la guerre d'Algérie avec les Algériens. On est passé de 1945 vers 1954, ça commençait. Donc, pas si longtemps après. Donc, elle a eu quand même le temps de s'intégrer, de reculer un peu, de se dire, OK, c'est pas l'Église qui est en avant, c'est l'éducation, et j'ai une passion pour l'éducation, je suis à la ruche, je fais œuvre utile pour la communauté. Et voilà que se déclare la guerre. C'est écrit dans son journal aussi, le 1er novembre 1954. Elle écrit, on nous avise de retirer toutes les petites filles de l'école parce qu'elles ne peuvent pas aller, personne ne doit sortir, c'est la guerre. Donc, elle a été extrêmement marquée nécessairement par cet événement bouleversant. À ce moment-là, beaucoup de familles ont éclaté aussi parce que suite à ça, il y a eu, tous les hommes étaient appelés au champ de bataille, au maquis, et puis là, on peut peut-être faire un petit... un petit moment d'histoire sur l'indépendance d'Algérie, parce que je fais aussi des parallèles avec avec le Québec, vu que Cécilia est québécoise, je fais des parallèles parce que moi, j'ai découvert en faisant ce livre, j'ai découvert beaucoup de parallèles sur le plan historique. C'est l'époque de la décolonisation, puis on a vécu, nous, un petit peu par après, cette même esprit de décolonisation qui a donné lieu au mouvement indépendantiste au Québec. Donc, en Algérie commence un mouvement indépendantiste. Puis, on sait que les Kabyles sont très vaillants. Ils sont à l'avant-garde du mouvement et ils sont le moteur, on va dire, le moteur de la résistance, si on peut dire. Ça dépend comment on le voit. Moi, je pense que ça a été... c'est toujours un peu... cette souffrance, elle nous fait grandir, en fin de compte. C'est triste. Il y a eu beaucoup de malentendus aussi dans toute cette histoire. Mais, bon, voilà. Et Cécilia était au front presque avec eux. Je raconte un événement où il y a un village qui s'est fait brûler par les Français, bon, tout ça. Je parle aussi dans ce livre moi, j'ai une amie algérienne que je connais, que j'ai rencontrée à l'université, donc elle fait partie de ce livre qui fait partie de la communauté, de l'autre côté, les Pieds Noirs. Donc, il y a cette trinité, on va dire. D'un côté, je parle des sœurs blanches, je parle des Algériens indigènes, en fait, les Kabyles et les Algériens de souche, les Arabes, et les Pieds Noirs qui étaient des Français, du département français. Donc, je relate toute cette histoire-là qui est très douloureuse parce que c'est un malentendu pour beaucoup de gens qui ont vécu cette histoire. Et la majorité des Européens qui étaient sur place, qui ont été les colonisateurs et qui sont allés en toute bonne foi trouver des terres pour vivre, ont été expatriés.
c'est combien de temps après? C'est 50 ans. Non, c'est 100 ans, 1830 jusqu'à 130 ans. 130 ans plus tard, des générations de paysans, etc., ont dû quitter le pays parce que la décolonisation se faisait. Et ça a été extrêmement triste et déchirant. Donc, Cécilia a témoigné de tout ça. Elle était en Kabylie à ce moment-là, mais elle faisait partie quand même d'une communauté où c'était majoritairement des Européens. Donc, tout le monde était touché par la question et c'était extrêmement difficile de prendre position quand tu es déjà un Européen en missionnaire. Tu côtoies une communauté, c'est très, très déchirant comme position. Donc, étant sur le territoire kabyle, Cécilia a toujours été à la défense de ses proches, qui étaient sa famille, parce que les Kabyles sont devenus sa famille. Elle avait des liens extrêmement proches. Cécilia était la confidente, mais était aussi la mère, la sœur, la grand-mère. Elle était toutes ses fonctions en même temps. C'est pour ça que ça l'a vraiment marqué son apport à Bounou en particulier, ces premières années. Après la guerre, c'est sûr qu'elle était déchirée, elle était fatiguée. Ils l'ont envoyée à Rome faire un petit saut, un petit repos, une retraite. Et là, évidemment, elle s'est retrouvée dans sa retraite, dans une introspection, en train de faire une espèce de bilan. Ça faisait des années qu'elle n'avait pas fait ça, on va dire, de se retrouver seule avec elle-même. Et je vais vous parler de Saint-Augustin. Je ne sais pas si vous connaissez un peu Saint-Augustin. Saint-Augustin, c'est un prêtre kabyle qui a marqué la chrétienté. C'est un chrétien. Et moi, j'ai découvert que Cécilia avait une affinité profonde avec Saint-Augustin. Puis je l'ai découvert à travers tout ça. Un homme qui était très humain, très proche des êtres. En fait, ce qui est sa particularité, c'est sa capacité de concevoir, d'accepter de regarder le mal sans le juger. Et c'est un peu dans cet esprit-là que là, Cécilia s'est retrouvée à faire une sorte d'introspection sur le bien et le mal de ce qu'elle venait de vivre à travers la guerre, où justement des gens du département français, en fait, l'Algérie était française, et ces Français venaient massacrer des peuples à l'intérieur même de leur propre pays. Elle a vu des choses macabres, et tout ça l'a marqué profondément. Donc, tout le négatif dans l'être humain, c'est venu l'interpeller, puis ça te harcèle. C'est cette dimension de harcèlement où quand tu es traumatisé de guerre, ça reste marqué comme une substance à l'intérieur de toi, comme si ça faisait partie de toi. Ce que tu as vu, tu l'as internalisé, puis c'est comme si le mal faisait partie de toi. Donc, c'est un peu tout cet aspect d'introspection qui, moi, je trouvais que c'était vraiment... c'était très humain de montrer cet aspect-là qu'on ne voit pas souvent chez les religieux parce qu'on voit surtout l'aspect extérieur. Donc, et c'est ça rejoint un petit peu tous les villageois. Elle a vécu la même chose qu'eux. Et puis, donc, son passage à Rome, c'était bénéfique pour elle et elle a reconnecté avec ses substances intérieures, puis on va dire, dans nos mots d'aujourd'hui, elle a fait le ménage. Elle s'est reconstruite, puis elle a pensé ses blessures, qui fait qu'elle était mieux outillée ensuite pour retourner en Kabylie. Puis on l'a envoyée dans un autre village. Est-ce que tu veux faire un petit mot sur Saint-Augustin, son histoire, son apport dans l'histoire? Je ne sais pas si vous voulez entendre un petit peu ça. Juste quelques petits repères, si ce n'est qu'il est né à l'est du pays, en Algérie. Il est né à ce qu'on appelait avant, à l'époque romaine, Tagaste. C'est Soukaras aujourd'hui. C'est quelqu'un qui est berbère. Même sa mère était berbère, Sainte Monique était berbère, bien sûr. Il a expliqué les choses différemment de ce qui existait à l'époque, tout simplement. Il est très aimé des Algériens, tout le territoire, hein, qu'ils soient berbères ou même arabes, parce qu'il y a quand même beaucoup d'arabes maintenant. C'est quelqu'un qui est une référence, non plus seulement pour les chrétiens, mais aussi pour les musulmans d'Algérie. Et ça, c'est assez spécial. On n'a pas la même
perception, par exemple, pour Saint Donat, hein, qui a été à l'origine d'un schisme en Algérie ou dans l'Église chrétienne, ou même Charles de Foucault, le petit Charles, qui lui a connu une autre situation dans le sud en Algérie, mais qui a légué quand même un patrimoine extraordinaire pour les gens, pour les autochtones, pour les gens du pays, parce qu'il a été à l'origine quand même du premier lexique écrit en langue berbère, en langue arabe et en langue française. Un lexique sur la nature, la faune et la flore. Alors Saint-Augustin, Charles de Foucault, c'est peut-être pas le même niveau d'appréciation. Saint-Donat, Oui, Victor, il y a eu plusieurs figures voilà. importantes de la Kabylie qui ont marqué l'Église chrétienne. Il y en a beaucoup. Ouais. Et ils ont été pendant une période oubliés, c'est vrai, mais avec le temps, parce que l'oralité a été le seul moyen de communication, le seul instrument de communication entre les générations. Alors, lorsqu'on a écrit en latin, à l'époque Saint-Augustin, le latin est déjà devenu une langue morte, plus personne ne lit ça, plus personne n'étudie. C'est vrai que ça existait au niveau de l'Église, c'était étudié. Les Algériens, qu'ils soient berbères ou arabes, qui ont fait les humanités, qui ont étudié en littérature, ont appris un peu le latin. J'ai appris un peu le latin, les thèmes et les versions, là j'en ai pas lu par-dessus la tête. Mais aujourd'hui, ça commence à revenir parce qu'il y a des Algériens qui écrivent sur tout ce qui existait avant la colonisation et après la colonisation. Alors, je vais parler de la langue, hein, oui. Parce que Cécilia pas Cécilia elle-même, mais avec Sœur Madeleine Côté, que tu as connue, je pense. Alors, Sœur Madeleine Côté, qui était à Tizi Ouzou, un village plus loin, qui parlait beaucoup mieux kabyle que Cécilia, parce que Cécilia n'avait pas le temps. Donc, elle avait eu moins le temps, mais elle parlait quand même très bien. Mais Sœur Madeleine Côté, c'était enquis, j'en parle dans le livre aussi, c'était enquis de classifier toutes les expressions orales kabyles. Un travail de moine, si je peux m'exprimer ainsi. Travail de sœur. Travail de sœur blanche. Et donc, c'est ça, elle montre, Cécilia va la rejoindre à Tizi Ouzou à un moment donné, puis là, il montre tous ces trucs qu'elle a classifiés, toutes des expressions, puis là, elle lui lit des expressions, j'en ai passé quelques-unes là-dedans, là. Et donc, les sœurs blanches ont quand même contribué à rendre l'oralité plus, je dirais, à rendre la langue kabyle plus accessible sur le plan écrit. Et ensuite, ce qui s'est passé quand ils ont vu la guerre arriver, ils ont eu l'impulsion de protéger les manuscrits ou les documents qui contenaient la langue écrite. Autrement dit, l'oralité qui avait été transcrite. Et ils sont allés porter tous ces boîtes à la maison mère pour qu'elles soient en sécurité. Parce que c'est quand même un héritage important. Et elles ont participé à cet héritage-là. Je vais ajouter quelque chose d'important parce que c'est vrai que c'était l'oralité un peu partout à travers tout le territoire national. Mais le centre des archives, la maison diocésaine de Tizi Ouzou, possède un fonds documentaire extraordinaire sur tout ce qui s'est passé en Algérie. Et il y a quelque chose de particulier, c'est les arbres généalogiques des familles dans ce qu'on appelle les villages kabyles. Les villages kabyles, c'est des tribus, il ne faut pas considérer ça comme ça, c'est des tribus. Eh bien, les pères blancs, les sœurs blanches ont fait un travail pour connaître la population, savoir d'où elle venait, est-ce qu'elle était locale, est-ce qu'elle était immigrante ou quoi que ce soit. Et ça, c'est un patrimoine extraordinaire. Il n'existe pas ailleurs en Algérie, si ce n'est à Tizi Ouzou. Et maintenant, il y a beaucoup de chercheurs algériens, berbères, kabyles, qui vont au centre diocésain pour
savoir qu'est-ce qui s'est passé, comment se sont créées les familles ou comment elles se sont disloquées. Parce que l'occupation française en Kabylie, oui, ça tout. La résistance des Kabyles, oui, il a fallu, Il y en a qui entre guillemets, mater la rébellion, la résistance, et les familles. Beaucoup de familles ont quitté la Kabylie pour aller s'installer ailleurs, en Algérie. Ma famille en fait partie. Et ils ont changé de nom aussi. Il y a eu des changements de nom, parce que l'armée coloniale, oui, elle les suivait partout, elle les poursuivait partout. Et dès le moment où il y avait une résistance, le village était brûlé et les familles devaient partir. Donc beaucoup prenaient, comme on dit, le mulet, la mule, et puis partaient à travers les monts et les montagnes pour aller s'installer ailleurs. Mais, je vous dis, de l'autre côté, la mission des Pères Blancs et des Sœurs Blanches a fait qu'il y a eu un travail d'information qui a été archivé et qui est un potentiel documentaire extraordinaire. Mais il n'y a que quelques chercheurs algériens ou kabyles qui s'y intéressent et qui peuvent peut-être trouver des choses qu'on ignore aujourd'hui. Voilà. Donc on voit l'importance du passage des religieux en Kabylie, comment ça a structuré la population. Parce que de la même façon, ici, chez nous, on a des registres baptistères extrêmement précieux et très complets, rarement répertoriés. Donc, ça, c'est les baptistères, c'est nos baptêmes. Donc, les religieux ont un apport important dans la structuration, la cohésion et la cohérence de la population kabyle. Et c'est formidable, c'est un héritage qu'ils ont gardé et qui fait que cette société a pu s'éduquer dans les années suivantes jusqu'à l'université et que des femmes sont devenues médecins de la même façon que nous ici. Ça a été extraordinaire comme apport. Donc, une autre chose qui a transformé Cécilia, c'est quand elle est revenue ici pour la première fois, dans les années 60, c'était au même moment où les sœurs se dévêtissaient de leurs costumes religieux. Et donc, c'est curieux parce que Cécilia, elle, avait déjà été, on va dire, transformée tellement par son milieu de vie que l'humanisme ou le fait d'enlever son costume, ça ne l'a pas troublée comme d'autres sœurs auraient pu l'être parce qu'elle était déjà un peu dans cet esprit de... son corps social, si je peux dire, était déjà associé très proche du corps social de la communauté civile. Donc, elle ne se distinguait pas nécessairement, d'où l'humilité de cette femme qui s'est forgée avec le temps par les souffrances, comme je vous racontais. Et donc, c'est ça, elle est arrivée ici. Nous, on l'a connue, elle venait d'enlever son costume. Moi, je ne me rappelle pas, là, on était très jeunes. Mais c'était la première fois donc qu'elle revenait dans sa famille. Elle a fait le tour du Québec, elle est allée voir, parce que c'est une grande famille. Elle s'est reprise contact. Il y a sa petite sœur qu'elle n'avait jamais connue, parce que dans le fond, ils ont 14 enfants, il y a à peu près 28 ans de différence entre la plus vieille et la plus jeune. Donc, elle est partie. Elle a à peine connu ses plus jeunes frères et sœurs. Elle faisait des retrouvailles, tout ça. Et puis, c'est là que la famille a commencé à connaître qui elle était. Parce que, bon, à distance, on s'écrivait, c'était plus compliqué. Alors, ensuite, moi, plus tard, justement, j'ai commencé à correspondre avec Cécilia. Puis, j'ai un petit passage là-dessus sur les fameux papiers sur lesquels on écrivait à l'époque, ce papier bleu avec des enveloppes rouges et bleues. Et c'est Cécilia qui m'expliquait... Parce que, puis je trouvais que Cécilia écrivait très, très petit. Et elle m'expliquait que les feuilles étaient très légères pour la poste, parce que c'était par avion, donc ça coûtait moins cher, il fallait que ça soit très léger. Puis qu'elle écrivait très, très petit pour avoir le moins de feuilles possible, pour en dire le plus possible par page. Donc, ça, c'est des petites anecdotes sympathiques où moi, je prenais le pouls à ce moment-là de qui était cette personne que je ne connaissais pas vraiment, mais qui m'intriguait parce que, bon, c'était un pays complètement, où la culture était complètement différente de la mienne.
puis que il y avait des dattes aussi. Moi, je me disais, voyons, c'est comme des dattes qui poussent quelque part. Et là, elle faisait des blagues parce qu'elle disait, nous, il y avait souvent du rationnement, évidemment, après l'après-guerre, il y avait souvent du rationnement. Et elle me disait, bon, cette semaine, on n'a pas eu d'avoine, donc je ne peux pas faire de carré aux dattes. Puis moi, je disais, j'ai pas de date, fait qu'est-ce qu'on fait? C'était sympathique. Et par la suite, je suis allée visiter ma tante plus tard. Et j'ai été vraiment marquée par le territoire, par la culture, d'abord, j'arrive là-bas, elle m'accueille avec 2 autres sœurs à l'aéroport d'Alger. Puis, tout de suite, elle m'amène dans sa voiture. Elle conduit une voiture. Donc, elle a appris à conduire à l'âge de 41 ans. Elle avait son permis de conduire, une petite 2 chevaux, une petite Renault, on l'appelle une petite Renault. Puis, elle m'a amenée en Kabylie avec cette petite voiture-là. Elle m'a amenée partout. On est allé à Tougourt. Au moment où je suis allée la visiter, Cécilia était à Tougourt, un petit peu là où Foucault a fait œuvre, une partie de son œuvre, donc dans le désert. Et elle m'a amenée partout, tout ça. Et à ce moment-là, elle parlait arabe aussi, parce que dans le désert, c'était... Donc, la Kabylie, c'est la partie montagneuse de l'Algérie. Ensuite, tu as le sud, où c'est arabe. Donc, elle a appris l'arabe. Et moi, j'ai eu des chocs culturels, là, parce qu'ici, il n'y avait pas de voile. Hein? Donc, c'est la première fois que je voyais des femmes voilées. Puis dans le désert, c'était pas juste une femme voilée, c'était une femme qui n'avait qu'un œil puis qui me regardait de la tête aux pieds parce que j'étais habillée différemment. J'ai eu un choc à ce moment-là de voir aussi qu'il n'y avait que des hommes dans les cafés. Alors, on était à Tougourt, j'étais chez les sœurs, dans le désert. Il y avait Sœur Marie qui faisait pousser des fleurs dans le désert. Puis là, j'ai su qu'elle faisait pousser des fleurs parce que le matin, quand tu te laves le matin dans le désert, l'eau est extrêmement chaude. Alors, la première fois que j'ai voulu me laver, je me suis brûlée. Parce que je ne pensais pas que l'eau était chaude. Et puis, elle m'a dit, si tu veux vraiment avoir de l'eau froide, il faut que tu te lèves avant Sœur Marie, parce qu'elle arrose ses fleurs. Donc, de toute façon, après, j'ai dit à ma tante, tu ne me demandes rien entre de 11h à 4h, parce qu'il fait trop chaud. C'était vraiment... Ça aussi, c'est un autre choc climatique, parce que bon... et puis, donc là, je rencontre aussi un jeune homme qui est... là, on est dans une autre culture, hein? Ouais. C'est vraiment complètement autre chose, mais j'explique tout ce qui a animé cette femme, puis comment elle s'est constamment adaptée, ouverte, sans jugement. Et là, je me retrouve à parler avec un jeune homme qui vient visiter les sœurs tous les jours, il les adore. Et puis, là, il y a sa femme, là, il me raconte, je parle avec lui, il me raconte que sa femme... l'attend dans la maison, il l'a séquestrée, c'est lui qui a la clé. Moi, je fais, voyons, t'as séquestré ta femme? Il dit oui, puis il trouve ça drôle. Puis... En tout cas, j'ai vu tout un monde. Et donc, j'étais impressionnée de voir comment ma tante faisait des visites, parce qu'elle m'amenait dans toutes les maisons. Vu que j'étais une femme, j'avais le droit d'être dans toutes les maisons. Toutes les maisons où elle allait discuter avec les couples, elle leur donnait des conseils matrimoniaux, elle amenait les femmes faire du tricot pour justement se faire des vêtements. Donc au sud, c'était la même chose, c'était pas la ruche, mais c'était le même apport pour les femmes, pour s'assurer que les femmes soient bien traitées, qu'elle les conseillait dans leur couple aussi. Puis là, à un moment donné, je me dis, mais comment tu fais pour conseiller des gens? Tu sais, quand tu n'as jamais vécu ça, tu sais. Mais c'était toujours par rapport à Dieu. Donc, on va dire, c'était un genre de bienveillance de base, une espèce de grâce intérieure qu'elle transmettait. Donc, c'est au-delà d'une situation, il y avait toujours cette grâce qui faisait qu'elle avait des bonnes réponses à apporter, puis que les gens prenaient ça. Et c'est cette grâce-là, au fond, qui animait les relations qu'elle avait, peu importe où elle se trouvait, que ce soit en Kabylie, que ce soit avec des Arabes à Tougourt, que ce soit à Alger. Elle était dans un rayon d'universalité qui lui permettait de parler de n'importe quoi avec n'importe qui. Et puis que c'est une femme de cœur, donc effectivement, elle parlait avec son cœur. Et c'est ça qui a fait que les gens l'ont aimée tout le temps. Elle avait une lumière, cette femme.
qui nous donna envie de lui parler. Donc, une ouverture. Quand elle est revenue, parce qu'il y a eu les massacres de la guerre des années 90 avec l'arrivée de l'islam politique, c'est un volet dont je parle ici dans le livre. Mais Cécilia, à la fin, elle ne voulait pas quitter l'Algérie comme nombreuses de ses consoeurs parce que c'était chez elle. Et elle passait, c'était le terrorisme, hein? Donc tous les jours, il y avait des cadavres partout. Elle était à Alger à ce moment-là, ils l'ont ramenée à Alger. Et puis, elle conduisait, elle était chauffeur, elle faisait, tous les jours, elle allait reconduire des gens. Puis elle savait par où passer, par où ne pas passer, quand elle voyait des barrières, etc., pour s'assurer d'une certaine sécurité. Des fois, elle passait par-dessus des cadavres, tout ça, puis... mais vaille que vent, elle voulait rester, mais c'est aussi... bon, alors les chrétiens étaient menacés, et en particulier ceux qui œuvraient, et donc éventuellement, vu aussi son grand âge, elle avait à peu près 88 ans, ils lui ont dit « Tu dois retourner à Montréal, au Québec ». Et c'est à contre-cœur qu'elle est revenue, sauf qu'ici, elle s'est retrouvée une nouvelle flamme, parce que quand elle a vu l'afflux d'Algériens, puis qu'en plus, elle était celle par qui ces gens-là pouvaient être aidés, elle est revenue à sa mission de base. Puis là, bien, elle en savait plus sur les Algériens et sur la Kabylie qu'eux-mêmes. Souvent, elle leur racontait leur histoire, elle parlait leur langue, mais elle a dû se réadapter à vivre ici parce que ça faisait près de 50 ans qu'elle avait quitté. Donc, elle a réappris toutes sortes de choses pour pouvoir, à son tour, recommencer l'œuvre d'aider les Algériens dans la mission à Montréal. Donc, c'est comme ça qu'elle est devenue un centre important et que nous, on a voulu reconnaître ce centre et l'héritage qu'elle nous a légué, souvent je dis la bonté, la fraternité et la grâce. C'est Cécilia. Merci.